Imaginez une nuit d'hiver dans l'Angleterre du 14e siècle. La nuit est tombée il y a des heures, et il faudra encore 9 heures avant que les premières lueurs de l'aube ne percutent les murs gelés d'une ville fortifiée. Un guetteur arpente les remparts, son souffle visible dans l'air glacial, le givre se formant sur la pierre sous ses bottes. En contrebas, dans les rues étroites, un vidangeur entame son service de nuit, pelletant des déchets gelés dans un froid mordant. Le vent transperce les manteaux de laine comme les gambissons rembourrés. Ce n'était pas une nuit exceptionnelle. Pour des millions de personnes à travers l'Europe médiévale, c'était simplement l'hiver. 5 mois de froid, d'obscurité et de difficultés incessantes qui commençaient chaque année à la Saint-Michel et s'étendaient jusqu'à la Chandeleur. Dans cette vidéo, vous découvrirez les pires métiers d'hiver de l'Europe médiévale, explorant les réalités brutales auxquelles étaient confrontés ceux qui n'avaient d'autre choix que de travailler en extérieur pendant les mois les plus froids et les plus sombres de l'année. Nous révélerons comment le petit âge glaciaire a rendu les hivers médiévaux bien plus rudes que tout ce que nous connaissons aujourd'hui et examinerons la combinaison mortelle de températures glaciales, de technologies primitives et de désespoir économique qui rendaient certains emplois absolument cauchemardesques. Des guetteurs gelant sur les murs des châteaux aux charbonniers isolés dans les forêts gelées, des pêcheurs risquant la glace traîtresse aux ouvriers du textile debout dans l'eau froide pendant des heures. Nous découvrirons le coût humain de la survie dans un monde pré-industriel. Vous découvrirez les connaissances médicales, limitées, disponibles pour traiter les gelures et les maladies liées au froid, les hiérarchies sociales qui déterminaient qui souffrait le plus, et la résilience remarquable de personnes qui ont enduré des conditions qui tueraient la plupart d'entre nous en quelques heures. Ce voyage remettra en question les visions romantiques de la vie médiévale et révélera la dure vérité. Pour la grande majorité des gens, l'hiver n'était pas une saison de feux de cheminée douillets et de célébrations festives. C'était une épreuve de 5 mois qui testait les limites de l'endurance humaine. Comment était-ce de travailler en extérieur quand l'hiver signifiait une exposition prolongée à des températures mortelles, à une époque sans chauffage central, sans vêtements imperméables et sans traitements médicaux efficaces contre les gelures ou la pneumonie? Comment les gens survivaient-ils lorsque leur métier exigeait qu'ils montent la garde pendant des nuits d'hiver de 9 heures, ou qu'ils pataugent dans l'eau glacée pour traiter les textiles, ou qu'ils dorment dans des huttes forestières primitives en s'occupant des fours à charbon? Pourquoi certains emplois étaient-ils bien pires que d'autres, et qu'arrivait-il à ceux qui n'avaient tout simplement nulle part où aller? Les sans-abri, les démunis, les désespérés. Nous explorerons ces questions avec des preuves bien documentées, tirées de chroniques médiévales, de récits contemporains, de découvertes archéologiques et d'analyses savantes. Préparez-vous à une révélation de vérité cachée sur le monde médiéval. Des histoires de souffrance et de résilience qui nous rappellent à quel point, il y a peu, les êtres humains vivaient à la merci de la brutalité de l'hiver. Les réponses pourraient vous surprendre, vous déranger, et finalement approfondir votre compréhension de ce que nos ancêtres ont enduré. Avant d'examiner les pires métiers d'hiver, nous devons d'abord comprendre ce que l'hiver signifiait réellement dans l'Europe médiévale. Ce n'était pas simplement une question de temps plus froid. Le calendrier médiéval définissait l'hiver comme la période allant de la Saint-Michel, le 29 septembre, jusqu'à la Chandeleur, le 2 février. Pensez-y un instant. 5 mois entiers désignés comme l'hiver, une saison que les gens du Moyen Âge décrivaient eux-mêmes comme la période la plus dangereuse de l'année calendaire. Ce n'étaient pas seulement des mois froids, c'étaient des mois d'obscurité prolongée, où le soleil se couchait en milieu d'après-midi pour ne se relever qu'en fin de matinée.
Au cœur de décembre, le coucher du soleil pouvait survenir dès 4 heures de l'après-midi. Pour ceux qui devaient travailler continuellement toute la nuit du coucher au lever du soleil, comme la loi l'exigeait des guetteurs de nuit, cela signifiait des services de 9 heures ou plus passés dans l'obscurité totale et un froid glacial. Le contexte climatique rend tout ce qui suit plus compréhensible et plus horrifiant. À partir du début du 14e siècle et jusqu'au milieu du 19e siècle, l'hémisphère nord a connu ce que les climatologues appellent aujourd'hui le petit âge glaciaire. Les températures annuelles moyennes en Europe ont baissé de 0,6 degrés Celsius, ce qui semble modeste jusqu'à ce qu'on en comprenne les effets en cascade. Dans les îles britanniques, les températures moyennes ont chuté de 2 degrés Celsius complets au cours du 14e siècle. Des anomalies de température similaires se sont produites sur tout le continent. Notamment, le 14e siècle a vu les hivers froids devenir la norme absolue plutôt que l'exception. Les archives montrent qu'à l'exception d'une brève période de 48 ans entre 1340 et 1377, les hivers froids ont dominé le siècle. Plusieurs périodes ont connu un froid particulièrement rigoureux. De 1314 à 1322, les années furent majoritairement glaciales. Entre 1355 et 1370, les températures ont chuté si radicalement que les glaciers alpins ont commencé à avancer, atteignant leur extension maximale dans les années 1380. Les récits de l'époque documentent à quel point ces hivers pouvaient devenir extrêmes. Pendant l'hiver de 1363 à 1364, le Rhin a gelé complètement pendant 70 jours consécutifs près de Mayence. Imaginez un fleuve si complètement gelé que les gens pouvaient le traverser à pied pendant plus de 2 mois. Pendant ce temps, la ville belge de Faucès a connu une couverture neigeuse pendant 100 jours d'affilée. Il ne s'agissait pas d'événements rares et exceptionnels que les chroniqueurs médiévaux consignaient en raison de leur singularité. C'étaient des événements réguliers durant le petit âge glaciaire, faisant partie du cycle saisonnier que les travailleurs devaient endurer année après année. L'écrivain médiéval Barthélemy Lenglet a saisi l'essence de la saison en écrivant que « la froideur de l'hiver a plus de maîtrise », apportant grandes contraintes et gel sur la terre. Passons maintenant à l'exemple le plus catastrophique du pouvoir mortel de l'hiver durant la période médiévale. La Grande Famine de 1315 à 1317. Cette catastrophe a commencé par du mauvais temps au printemps de 1315, lorsque de fortes pluies et des températures anormalement fraîches ont ruiné la saison des semailles. Tout au long du printemps et de l'été, le froid et l'humidité ont persisté. Mais l'hiver de 1317 à 1318 a mené la crise à sa conclusion la plus meurtrière. Cet hiver-là s'est avéré extrêmement froid, si froid que des milliers et des milliers d'animaux sont morts de froid dans leurs enclos. Avec la mort du bétail, les gens ont perdu leurs réserves de viande, de lait et de main-d'œuvre pour la saison agricole à venir. Le bilan de cette catastrophe pluriannuelle a été estimé entre 1,5 et 3 millions de personnes, représentant entre 5 et 12 % de la population totale de l'Europe du Nord. Les gens ne sont pas morts seulement de faim. Ils sont morts de pneumonie, de bronchite, de tuberculose, des affections respiratoires qui prospéraient dans des conditions froides et humides et qui attaquaient des corps déjà affaiblis par la malnutrition. Les réserves de nourriture ne sont revenues à la normale qu'en 1325, près d'une décennie après le début de la crise. Voilà le contexte climatique pour chaque métier que nous allons explorer.
Les travailleurs que nous allons rencontrer n'étaient pas confrontés aux hivers relativement doux de l'optimum climatique médiéval qui a précédé le 14e siècle. Ils travaillaient dans le froid glacial du petit âge glaciaire, lorsque l'hiver était véritablement une saison qui pouvait tuer. Bientôt, nous découvrirons pourquoi le métier de guetteur de nuit se classait parmi les occupations les plus basses et les plus misérables de la société médiévale. Mais d'abord, examinons le cadre juridique qui a créé ce poste et comprenons exactement en quoi consistait le travail. En 1285, le roi Édouard Ier d'Angleterre a promulgué le statut de Winchester, une législation complète qui restera la principale loi régissant le maintien de l'ordre en Angleterre jusqu'en 1829, soit une période stupéfiante de plus de 5 siècles. Parmi ces nombreuses dispositions, le statut a établi le système de guet de nuit dans les cités, les bourgs et les villages à travers le royaume. Le langage était précis et sans compromis. Le guet devait être assuré, continuellement toute la nuit du coucher au lever du soleil. La loi spécifiait le nombre précis de guetteurs requis pour différents types de localités. Chaque cité avait besoin de 6 hommes postés à chaque porte. Chaque bourg exigeait 12 hommes de garde. Les villages ruraux, selon leur population, avaient besoin de 6 ou 4 hommes en service. Considérez les implications. En hiver, lorsque le coucher du soleil pouvait arriver à 4 heures de l'après-midi et le lever du soleil pas avant 7 heures le lendemain matin, cette exigence légale se traduisait par des services de 9 heures, voire plus, à monter la garde dans l'obscurité et le froid. En quoi consistaient réellement ces 9 heures? Les guetteurs n'avaient pas le luxe de corps de garde abrités ou de feu pour se réchauffer. Ils passaient leur service à arpenter des chemins de ronde en pierre humide sous des vents glaciales, à se tenir immobiles aux portes pour scruter les menaces, à écouter les mouvements dans l'obscurité en contrebas. Les gardes pouvaient passer des heures les pieds plantés sur la pierre gelée, le froid s'infiltrant à travers leurs bottes. L'exigence était absolue. Les murs n'étaient jamais laissés sans surveillance, peu importe la saison ou la météo. Les gelures menaçaient constamment les doigts et les orteils. Les manteaux de laine se gorgeaient d'eau pendant la pluie, puis gelaient et devenaient rigides lorsque les températures chutaient. La glace se formait sur les côtes de mailles. Après des heures d'exposition, le froid pénétrait tout. Les guetteurs comptaient les heures jusqu'au lever du soleil, attendant désespérément la fin de leur service. Les tâches allaient au-delà du simple fait de se tenir dans le froid. Les guetteurs patrouillaient dans les rues pour dissuader le crime, interpellaient toute personne trouvée après le couvre-feu et détenaient les étrangers ou les criminels présumés jusqu'à leur interrogatoire matinal par les magistrats. Les gardes tenaient les portes, qui étaient fermées du coucher au lever du soleil sans exception. Le travail d'entretien leur incombait également. Réparer les murs, renforcer les points faibles, s'assurer que les défenses restaient solides. Chaque instant exigeait de la vigilance malgré l'épuisement et le froid engourdissant. Sans surprise, la tentation d'abandonner son poste était forte durant les nuits d'hiver les plus froides. Les tavernes rayonnaient de chaleur et offraient le réconfort de la boisson et de la compagnie. Les archives indiquent que certains guetteurs succombaient à cette tentation, se faufilant dans des établissements et buvant et prenant du tabac toute la nuit, au lieu de tenir leur poste. Mais les sanctions pour manquement au devoir étaient sévères. Les guetteurs servaient sous une discipline stricte, et les autorités n'avaient aucune tolérance pour l'abandon de poste. Le risque de punition maintenait la plupart des hommes à leur poste, souffrant dans le froid plutôt que d'affronter les conséquences de l'abandon. Pour toutes ces difficultés et ce danger, les guetteurs de nuit recevaient peu d'estime, un bas salaire pour un travail dangereux.
Tout le monde le reconnaissait comme un mauvais travail, l'un des métiers les plus vils de la société médiévale. Des salaires modestes étaient parfois complétés par de la nourriture, de la bière et une place dans les casernes de la garnison, mais la compensation était loin d'égaler la misère. L'équipement qu'ils portaient, lances, épées, poignards, arcs, gambisons rembourrés, cottes de mailles, casques, les désignait comme des figures d'autorité, mais ne leur fournissait que peu de chaleur. Le travail attirait ceux qui avaient peu d'autres options. Des hommes désespérés, cherchant n'importe quel emploi, aussi brutal que soient les conditions. Des murs gelés des villes fortifiées, nous passons maintenant à un métier caractérisé par un profond isolement et un travail en extérieur toute l'année dans les conditions les plus rudes. Examinons la vie des charbonniers médiévaux, dont le travail essentiel maintenait la société médiévale au chaud, mais les laissait froids dans tous les sens du terme. Les charbonniers menaient une existence d'une austérité et d'une solitude remarquables. Ils vivaient au cœur des bois près de leur four, dans des huttes de fortune, accompagnés seulement par les bruits de la forêt. Le vent dans les branches, les cris des animaux, le crépitement et le sifflement de leur four. Cette profession était frappée d'un grave stigmate social. Les charbonniers étaient ostracisés, leur métier considéré comme déshonorant, et ses praticiens fréquemment accusés de pratiques maléfiques. Peut-être que la nature mystérieuse de leur art, transformer du bois solide en combustible par le feu, semblait relever de la sorcellerie. Quelle qu'en soit la raison, ils vivaient à l'écart de leur communauté, tant physiquement que socialement. Le travail lui-même présentait des défis redoutables, en particulier en hiver. La tâche cruciale était de maintenir le four à la température exacte, quelles que soient les conditions météorologiques. Ce travail était, selon les descriptions de l'époque, ardu, solitaire et parfois dangereux. Le processus de création du charbon de bois prenait de 6 à 8 jours de surveillance continue. Le charbonnier ne pouvait pas laisser le four sans surveillance. Le contrôle de la température était primordial. Trop chaud, et le bois se réduirait en cendres plutôt qu'en charbon. Trop froid, et le processus de conversion échouerait. Le charbonnier contrôlait le tirage en observant attentivement la fumée sortant du four, sa couleur, son volume, son comportement, et en effectuant des ajustements constants. Cela exigeait une vigilance de jour comme de nuit tout au long du cycle de combustion. L'hiver apportait des misères particulières. Lorsqu'il ne brûlait pas activement de charbon, le travail d'hiver consistait à plesser les haies, tailler et tresser des haies pour délimiter les terrains et contenir le bétail. Seul dans les forêts glaciales, coupant des arbustes ligneux avec des mains engourdies par le froid, créant des clôtures vivantes dans des conditions qui rendaient chaque mouvement douloureux. Le plessage implique un travail humide et un contact avec une végétation détrempée près du sol où l'air froid stagne. Au printemps, le charbonnier passait à la coupe du bois et à la combustion du charbon pour le commerce estival. Mais les mois d'hiver signifiaient un travail extérieur constant dans l'isolement et le froid. L'ironie est cruelle. Le charbon de bois était absolument essentiel pour chauffer les maisons et pour l'industrie du fer, qui dépendait de sa haute chaleur pour fondre et forger le métal. La plupart des charbonniers travaillaient de manière indépendante, vendant aux industries locales consommatrices de combustible. Leur travail était économiquement vital. La société dépendait d'eux pour la chaleur et les outils qui faisaient fonctionner la civilisation. Pourtant, cette importance ne s'est jamais traduite par une acceptation sociale ou un confort. Les charbonniers vivaient des hivers brutaux dans des huttes forestières primitives, entourés de fumée, isolés, craints et rejetés par les communautés mêmes qu'ils maintenaient au chaud.
Les feux qu'ils entretenaient pour les autres ne pouvaient réchauffer leur propre vie. Ensuite, nous explorerons un métier qui peut sembler pastoral et paisible en été, mais qui se transformait en une lutte désespérée pour la survie à l'arrivée de l'hiver. Le travail hivernal du berger médiéval exigeait une vigilance constante contre une météo qui pouvait tuer des troupeaux entiers en quelques heures. Dans le sud de la France et d'autres régions méditerranéennes, les bergers pratiquaient la transhumance, le mouvement saisonnier du bétail entre différents pâturages. En hiver, les moutons paissaient dans les plaines où l'herbe restait plus abondante et nourrissante que dans les montagnes gelées. Mais en Europe du Nord, garder le bétail à l'extérieur pendant les froids rigoureux de l'hiver présentait d'énormes défis. La vigilance météorologique devenait absolument essentielle. Une tempête de neige soudaine pouvait entraîner des pertes catastrophiques, avec un grand nombre de moutons périssant avant que le berger ne puisse les mettre à l'abri. La neige de fin de saison s'avérait particulièrement mortelle lorsque les brebis étaient en fin de gestation. Le stress du froid, de l'épuisement et de la faim provoquait la mort des agneaux à naître dans l'utérus. Les moutons survivants faisaient face à leurs propres menaces. La neige, les vents violents et les fortes pluies créaient des conditions propices à l'hypothermie, tant chez les moutons adultes que chez les jeunes agneaux. Les écrits médiévaux sur le pastoralisme soulignent le rôle protecteur des humains. Les bergers protégeaient leurs troupeaux des loups, les nourrissaient en période de disette, prenaient soin d'eux en cas de maladie ou de blessure. Ce que ces textes omettent parfois de souligner, c'est que les bergers enduraient les mêmes éléments brutaux dont ils protégeaient leurs animaux. Un travail extérieur constant dans la neige, le vent et des températures glaciales définissaient l'existence du berger en hiver. Chercher des moutons perdus dans les blizzards, naviguer à travers les congères, rester alerte face aux prédateurs même lorsque l'épuisement menaçait de l'emporter. Telles étaient les réalités quotidiennes. Le berger risquait de se perdre lui-même et de mourir de froid en essayant de sauver ses bêtes. Certaines régions ont développé des mesures de protection qui aidaient à la fois les moutons et les bergers à survivre aux pires conditions météorologiques. Les stells, des enclos en pierre construits à flanc de collines, offraient des refuges où les moutons pouvaient entrer lorsque le mauvais temps menaçait. L'avantage s'étendait également aux bergers. Lorsque les moutons étaient en sécurité dans un enclos, ils n'avaient pas besoin d'être sur la lande à chercher des animaux perdus ou ensevelis dans la neige. Lui aussi pouvait trouver refuge jusqu'à ce que la tempête passe. Mais de nombreuses régions manquaient de ces structures. Dans les régions sans enclos, les bergers n'avaient d'autre choix qu'une exposition constante aux éléments, quelles que soient les conditions. Même lorsque des enclos existaient, le travail hivernal du berger restait brutalement exigeant. Des heures passées à l'extérieur dans un froid glacial, portant des vêtements faits de la laine, même qu'il produisait. Une laine qui devenait lourde et détrempée lorsqu'elle était mouillée, qui gelait et devenait rigide par grand froid, qui frottait contre une peau à vif à cause de l'exposition constante. Ses mains gelaient en essayant de s'occuper des moutons, de dégager la neige de leurs toisons, de tirer les animaux des congères. C'était un travail essentiel qui ne s'arrêtait jamais. Le troupeau avait besoin de protection toute l'année, et le berger avait assumé cette responsabilité. L'hiver n'accordait aucun répit. Au contraire, il intensifiait les exigences, ajoutant la menace constante de catastrophes météorologiques aux défis normaux du métier. Passant des collines gelées aux mers gelées, nous rencontrons un métier qui exigeait des travailleurs de s'aventurer sur l'une des surfaces les plus périlleuses imaginables, la mer Baltique couverte de glace. L'histoire de la pêche hivernale révèle comment la nécessité économique poussait les gens à risquer leur vie dans des conditions qui étaient littéralement mortelles. L'hiver représentait une saison de pêche cruciale dans la mer Baltique
plutôt qu'une période de repos. Les principales saisons de frai pour la morue et le hareng, deux des poissons les plus importants économiquement, avaient lieu en hiver et au début du printemps. Les communautés côtières de toute la région organisaient leur année entière autour de cette réalité. L'agriculture occupait l'été et le début de l'automne, tandis que la pêche prenait le reste de l'année. Lorsque des températures prolongées en dessous de zéro arrivaient, elles permettaient la pêche sous la glace. Le poisson congelé pouvait être transporté sur de longues distances sans se gâter, créant une opportunité commerciale précieuse. Une partie de la pêche consistait à percer des trous dans les lacs gelés et à pêcher à travers ces ouvertures, une pratique qui, au moins, ne nécessitait pas de s'aventurer loin du rivage. Mais la vraie pêche se déroulait sur la Baltique elle-même, où de plus grosses prises et de plus grands profits attendaient ceux qui étaient assez courageux ou désespérés pour risquer la glace. Voici ce qui rendait la pêche en Baltique si particulièrement dangereuse. À son maximum annuel, la glace couvrait environ 45% de la surface de la mer Baltique. Cela affectait le golfe de Botnie, le golfe de Finlande, le golfe de Riga et les zones autour de l'Estonie et de la Suède. De vastes étendues de glace s'étendaient sur ce qui avait été de l'eau libre quelques semaines auparavant. On pourrait penser que la mer gelée fournirait une surface solide pour les opérations de pêche. Mais la glace d'eau salée présente des dangers que la glace d'eau douce n'a pas. La glace d'eau salée est traîtresse et dangereuse à arpenter, rendue instable par les températures hivernales fluctuantes qui oscillent entre le dessus et le dessous de zéro. La teneur en sel elle-même affecte la formation et la stabilité de la glace. Cette glace était bien plus dangereuse que la glace stable d'eau douce des étangs et des rivières gelées. Le risque était simple et terrifiant. Tomber à travers la glace dans l'eau glacée signifiait une mort certaine. Dans de nombreux cas, le sauvetage était impossible. Le choc thermique tuerait une personne en quelques minutes. Même si elle était sortie de l'eau rapidement, l'hypothermie et la noyade se combinaient pour créer une menace presque toujours fatale. Le travail lui-même aggravait les dangers de la glace. Les pêcheurs devaient manœuvrer des bateaux ou travailler depuis la surface de la glace par des températures glaciales. Les conditions humides combinées au vent glacial créaient une exposition au froid extrême. La manipulation des filets et du poisson nécessitait des mains nues ou des doigts à peine protégés. Des gants épais rendaient le travail de détail impossible, mais la peau nue contre le métal gelé, la corde rugueuse et le poisson mouillé favorisaient les gelures. Des heures de travail avec des vêtements mouillés qui gelaient sur le corps, l'eau éclaboussant et s'infiltrant à travers des vêtements supposément imperméables, les doigts si engourdis qu'ils sentaient à peine les outils qu'ils manipulaient. Telle était la réalité de la pêche hivernale. Le retour à terre avec une prise signifiait la survie économique pour la famille du pêcheur. Mais à quel prix pour ses doigts et ses orteils? Combien de pêcheurs de la Baltique ont subi des blessures permanentes, perdant des doigts à cause de gelures si graves que l'amputation devenait nécessaire? Les forêts gelées et les mers traîtresses n'étaient pas les seuls endroits où le travail hivernal devenait cauchemardesque. Au sein des villes médiévales, certains métiers combinaient la misère du froid avec des couches supplémentaires de dégradation et de danger. Examinons deux des pires emplois urbains d'hiver: vidangeurs et ouvriers du textile. Les vidangeurs, également connus sous les termes moins euphémiques de maîtres des basses œuvres ou racleurs, accomplissaient l'une des tâches les plus essentielles et les plus méprisées de la société médiévale. Retirer les excréments humains des latrines et des fosses d'aisance. La réglementation ne les autorisait à travailler que la nuit. Le travail était tout simplement trop impur et rebutant
pour être effectués de jour, lorsque des gens honnêtes pourraient en être témoins. Leurs heures de travail s'étendaient d'environ 9 heures du soir à 5 heures du matin, la partie la plus froide du cycle de 24 heures, lorsque les températures chutaient à leur plus bas et que l'obscurité était complète. Ils pelaient les déchets des latrines et des fosses d'aisance avec des pelles en bois, les transféraient dans des seaux, utilisaient des perches en bois pour remuer et agiter le contenu des fosses afin de faciliter l'enlèvement, puis chargeaient le tout sur des charrettes et des barils pour le transport. La réglementation exigeait qu'ils emportent ces déchets hors des limites de la ville ou du bourg vers des décharges désignées, empêchant ainsi la contamination de l'approvisionnement en eau urbain. L'hiver transformait un travail déjà dangereux et dégoûtant en quelque chose de presque inimaginable. Les déchets gelés s'avéraient bien plus difficiles à enlever que la matière semi-liquide rencontrée pendant les mois plus chauds. L'eau froide et les conditions glaciales accompagnaient chaque mouvement. Le vidangeur travaillait dans une obscurité glaciale avec des matériaux humides et sales qui éclaboussaient ses vêtements et sa peau. Ses mains, même protégées par des gants primitifs, s'engourdissaient quelques minutes après le début du travail. L'exposition aux éléments pendant les heures de nuit, lorsque le froid pénétrait le plus profondément, transformait le travail en un test d'endurance. Le métier exposait déjà les travailleurs à de terribles risques pour la santé. La dysenterie, le choléra et la typhoïde se cachaient dans les déchets qu'ils manipulaient. Les gens du Moyen Âge manquaient d'équipements de protection adéquats et n'avaient que la compréhension la plus élémentaire des pratiques sanitaires. Le froid aggravait tous les dangers. L'humidité, la saleté et les températures glaciales se combinaient pour créer une tempête parfaite pour la maladie. Les vidangeurs souffraient d'un statut social bas à la hauteur de leur faible salaire, effectuant un travail essentiel, mais que la société préférait ne pas reconnaître. Les foulons et les teinturiers de l'industrie textile faisaient face à des conditions hivernales différentes, mais tout aussi dures. Le processus de foulage consistait à tremper le tissu dans des bains chimiques d'eau chaude mélangés à de la terre à foulon, un type d'argile et de l'urine. Le foulon piétinait ensuite le tissu dans cette émulsion nauséabonde pendant 3 jours, voire plus pour les tissus de luxe qui nécessitaient un traitement supplémentaire. La laine passait par des lavages répétés dans de l'eau alternativement chaude et froide, savonneuse et claire. Pensez à ce que cela signifiait en hiver. Travailler avec de l'eau froide par temps glacial créait un inconfort extrême. Les mains et les pieds restaient constamment mouillés. Debout dans l'eau froide ou les bains chimiques pendant des heures, le froid pénétrant par les jambes. L'alternance d'eau chaude et froide s'avérait particulièrement rude en hiver. Le choc pour le système lorsque les travailleurs passaient d'un extrême de température à l'autre, encore et encore, tout au long de leur service. Le travail était considéré comme sale et dégradant. Les sources contemporaines le qualifiaient de « travail le plus bas, le plus dégradant » de l'industrie textile. Malgré les conditions brutales, les foulons étaient mal payés. Leurs mains et leurs pieds devenaient décolorés en permanence par les teintures et les produits chimiques avec lesquels ils travaillaient, des marques de leur profession qui les signalaient où qu'ils aillent. Les teinturiers, que l'on pouvait souvent identifier à leurs mains bleues tachées de pastel, gagnaient un meilleur salaire que les foulons, mais enduraient tout de même des conditions difficiles. Ils se tenaient dans l'eau froide pour mélanger les teintures, manipuler des tissus mouillés, exposés à des produits chimiques toxiques. De nombreux colorants étaient toxiques. Dangereux s'ils étaient manipulés sans précaution, s'ils étaient inhalés sous forme de poussière ou de fumée, ou s'ils étaient accidentellement ingérés. Le degré de toxicité de ces matériaux
pouvait s'avérer mortel. Combiné à des conditions froides et humides qui duraient des heures chaque jour de travail tout au long des mois d'hiver, les risques pour la santé devenaient graves. Des heures passées debout dans l'eau glacée, les mains engourdies et le corps tremblant. Mais le travail ne pouvait s'arrêter. La société avait besoin de textiles toute l'année. La demande ne s'arrêtait pas pour l'hiver, donc les travailleurs non plus. Alors que de nombreuses personnes du Moyen Âge restaient près de chez elles pendant l'hiver, certains métiers ou circonstances exigeaient des déplacements quel que soit le temps. Les expériences des messagers et des pèlerins d'hiver révèlent à quel point les déplacements devenaient dangereux lorsque la neige, la glace et les routes gelées transformaient des itinéraires familiers en pièges mortels. Les messagers occupaient une position cruciale dans les réseaux de communication médiévaux. Ils comptaient parmi les voyageurs les plus rapides de leur époque, capables de parcourir des distances impressionnantes en changeant fréquemment de cheval. Dans des conditions normales, les messagers parcouraient en moyenne entre 35 et 50 miles par jour, changeant de monture tous les 12 miles pour maintenir leur vitesse. Les messagers rapides pouvaient parcourir 75 miles ou plus en une seule journée. Dans des cas exceptionnels, avec des changements de chevaux plus fréquents et des conditions optimales, ils pouvaient parcourir 100 miles. Ces vitesses dépendaient de bonnes routes, d'un temps clément et d'infrastructures disponibles. L'hiver détruisait tous ces avantages. La neige, les routes détrempées par la pluie et les rivières en crue ralentissaient les voyages et augmentaient considérablement les risques. En Europe de l'Ouest, de fortes chutes de neige paralysaient souvent complètement les voyages et les communications. Le gel défonçait les surfaces des routes encore plus que l'usure normale. La neige pouvait rendre les routes impossibles à trouver, les repères familiers étant ensevelis et les traces effacées quelques minutes après avoir été faites. Les récits de l'époque documentent à quel point les routes d'hiver pouvaient devenir impraticables. Pendant l'hiver de 1395 à 1396, la route entre Menin et Lille était décrite comme un bain de boue fondante, complètement impraticable. Les routes qui n'étaient que difficiles en été se transformaient en boue profonde pendant la pluie, ralentissant les chevaux et enlisant les charrettes. Des trajets qui prenaient 3 jours en été pouvaient prendre 1 semaine en hiver. Pourtant, les messagers ne pouvaient pas simplement ralentir. Ils transportaient des informations urgentes, des ordres militaires, des communications diplomatiques, des contrats commerciaux, des messages personnels qui nécessitaient une livraison rapide. La pression pour maintenir la vitesse persistait malgré des conditions qui rendaient la vitesse dangereuse ou impossible. Lorsque les rivières gelaient ou débordaient, les messagers devaient trouver des passages. Lorsque les tempêtes de neige réduisaient la visibilité à quelques mètres, ils devaient continuer. Le travail exigeait de longues heures à cheval par des températures glaciales. Les gelures menaçaient le visage, les mains et les pieds. Se perdre dans la neige pouvait signifier la mort. Les cavaliers qui s'écartaient des routes pouvaient terrer jusqu'à ce que l'épuisement et l'hypothermie les tuent. Au-delà des dangers environnementaux, les messagers faisaient également face à des menaces humaines. Les bandits et les hors-la-loi s'en prenaient aux voyageurs, et les messagers transportaient souvent des objets de valeur ou des documents importants qui en faisaient des cibles attrayantes. Lorsque c'était possible, les messagers voyageaient en groupe pour se protéger. Mais les messages urgents ne pouvaient pas toujours attendre des compagnons. Il y avait aussi un risque professionnel particulier à la profession. Lorsqu'un message était défavorable, annonçant une défaite militaire, apportant la nouvelle d'un décès, livrant des développements politiques malvenus, le messager lui-même était parfois blâmé. Les souverains médiévaux emprisonnaient parfois, voire tuaient,
Les messagers qui apportaient de mauvaises nouvelles. Un danger irrationnel mais bien réel qui ajoutait une autre couche de risque au voyage d'hiver. Les pèlerins d'hiver faisaient face à des dangers similaires, mais souvent dans des circonstances encore plus désespérées. La grande majorité de l'activité des pèlerins se limitait aux mois plus secs, entre avril et septembre, lorsque les routes étaient praticables et le temps relativement doux. Mais certaines personnes n'avaient pas le choix. Les affligés et les malades cherchaient les pouvoirs de guérison des saints, même au cœur de l'hiver, poussés par le désespoir à entreprendre des voyages que d'autres n'auraient jamais envisagés. En 1445, un pèlerin du Devon a fait un voyage de 350 miles jusqu'au sanctuaire de Saint Cuthbert à Durham, arrivant à la Chandeleur, le 2 février, pour chercher un remède à une maladie. 350 miles sur des routes d'hiver, un voyage prenant probablement plusieurs semaines pendant les mois les plus froids, tout cela dans l'espoir d'une guérison miraculeuse. D'autres recherchaient ce qu'ils considéraient comme la plus grande spiritualité des mois d'hiver plus calmes, plus froids et plus sombres, croyant que leur dévotion serait plus pure ou plus acceptable pour Dieu si elle était démontrée dans l'épreuve. Les tempêtes, les inondations et les blizzards posaient des risques importants, en particulier dans les régions montagneuses où les tempêtes de neige de printemps pouvaient se lever soudainement et sans avertissement. Les rivières pouvaient sortir de leur lit pendant le dégel printanier, emportant les ponts ou rendant les gués impossibles à traverser. Des ponts qui avaient tenu pendant des décennies pouvaient être affaiblis par les ravages de l'hiver et s'effondrer sous le poids des voyageurs. Un abri inadéquat combiné à des températures glaciales créait un risque constant de mort par exposition. De nombreux pèlerins arrivaient à destination malades ou épuisés. Certains n'arrivaient pas du tout, mourant sur la route et enterrés dans des tombes anonymes loin de chez eux. Les bandits représentaient un danger constant, peut-être pire en hiver lorsque des criminels désespérés attaquaient les voyageurs pour leurs manteaux et leur nourriture autant que pour leur argent. Le pèlerinage d'hiver était un acte de désespoir ou de dévotion extrême, un voyage entrepris uniquement lorsque l'alternative semblait pire que les terribles risques encourus. Toutes les souffrances hivernales n'arrivaient pas aux classes les plus basses de la société médiévale. Même ceux qui occupaient des positions relativement privilégiées enduraient la brutalité de l'hiver. L'expérience des moines travaillant dans les scriptoriums offre un aperçu fascinant de la manière dont le froid pénétrait même les murs des monastères et faisait du travail intellectuel une épreuve physique. Les scribes et les moines médiévaux nous ont laissé des témoignages directs sur leurs conditions de travail. Ils écrivaient littéralement dans un froid glacial et une chaleur torride. Et ils s'en plaignaient dans les marges des manuscrits même qu'ils produisaient. Les scriptoriums étaient souvent des lieux froids et mal éclairés où le travail de copie de texte devait se poursuivre quel que soit le temps. Les moines du 14e siècle décrivaient leur travail en termes crus. Froid, déprimant, fastidieux, banal, épuisant. Ce n'était pas l'image romantique de moines paisibles copiant tranquillement de beaux textes dans des cloîtres confortables. C'était un travail pénible dans des conditions difficiles. L'emplacement faisait une énorme différence dans l'expérience hivernale d'un scribe. Les cloîtres offraient un excellent éclairage naturel, essentiel pour le travail détaillé de copie et d'enluminure des manuscrits. Mais les cloîtres étaient également ouverts aux éléments d'un côté, idéal pour la ventilation et la lumière en été, terrible pendant les jours venteux, froids et pluvieux. Certains monastères anglais ont tenté de remédier à cela en protégeant les galeries du cloître avec du papier huilé, des nattes de jonc ou des panneaux de verre, offrant une certaine protection contre le vent et les précipitations.
Mais de nombreux scriptoriums restaient dans des carrels situés dans des cloîtres froids et pleins de courants d'air, laissant les moines à la merci de la rigueur des éléments. Ceux qui avaient la chance de travailler dans des salles de scriptorium désignées, de véritables espaces clos séparés des cloîtres, trouvaient les conditions infiniment préférables. Les petits espaces clos étaient plus faciles à chauffer en hiver. Certains scriptoriums bénédictins étaient situés près de la cuisine, où la chaleur des fourneaux réchauffait les salles d'écriture adjacentes. Mais même dans les meilleures circonstances, un chauffage efficace restait insaisissable. Un scribe monastique devait travailler au moins 6 heures par jour, et les meilleurs scribes travaillaient beaucoup plus. Ils travaillaient tant que la lumière était suffisante pour voir. Une contrainte qui devenait particulièrement dure en hiver, lorsque les jours étaient courts, et que même le meilleur éclairage naturel était faible et gris. L'environnement de travail était obligatoirement silencieux et peu confortable dans les meilleures circonstances. Les manuscrits enluminés complexes nécessitaient plusieurs étapes de travail, toutes exigeant une motricité fine et une attention détaillée. Ajoutez maintenant l'hiver à ce travail déjà exigeant. L'encre pouvait geler ou devenir trop épaisse pour couler correctement par grand froid. Les doigts devenaient raides et douloureux, rendant les mouvements précis requis pour la formation des lettres difficiles ou impossibles. Le parchemin devenait difficile à manipuler avec des mains froides et maladroites. Il devait être tenu correctement, positionné correctement, maintenu à plat sans se froisser. Le faible éclairage en hiver, avec des jours plus courts et des ciels souvent couverts, fatiguait les yeux et ralentissait le travail de détail. L'engourdissement des doigts affectait le travail de détail fin nécessaire pour les manuscrits enluminés. Comment un scribe pouvait-il créer les délicates applications de feuilles d'or et les minuscules figures peintes qui ornaient les manuscrits de luxe quand il ne sentait plus ses mains? Les marginalia, les notes écrites dans les marges des manuscrits, fournissent des preuves directes des plaintes des scribes. Ils se plaignaient de la mauvaise qualité de l'encre. Ils se plaignaient du froid mordant. Ils consignaient leur pure fatigue et leur frustration. Ces notes marginales représentent de rares témoignages directs de travailleurs médiévaux sur leurs expériences réelles. La plupart des travailleurs médiévaux n'ont laissé aucune trace écrite de leur souffrance. Mais les scribes, par la nature même de leur travail, pouvaient documenter leur misère, et l'ont fait. Grâce à leurs heures de labeur dans des pièces froides et mal éclairées, les classiques latins et grecs ont survécu jusqu'à nos jours. Leur souffrance a littéralement préservé le patrimoine littéraire occidental. Les textes que nous avons, les connaissances qui ont survécu à la chute de Rome, les œuvres philosophiques et théologiques qui ont façonné la pensée européenne. Tout cela nous est parvenu grâce aux doigts engourdis et au dos endolori de moines qui ont enduré le froid de l'hiver pour maintenir en vie les traditions intellectuelles de la civilisation. Certains des pires emplois d'hiver étaient en fait l'absence totale d'emploi. Pour les ouvriers du bâtiment et les journaliers des villes médiévales, l'hiver apportait un autre type de misère, le chômage et la pauvreté qui l'accompagnaient. La construction de murs et les grands projets de construction s'arrêtaient pendant les mois d'hiver. Ce n'était pas un choix, mais une nécessité technologique. Le mortier de chaux, le matériau qui liait les bâtiments en pierre, avait besoin d'un temps chaud pour sécher et durcir correctement. Le processus chimique impliqué dans la prise du mortier de chaux dépendait de la température. Le mortier était fabriqué en brûlant du calcaire pour créer de la chaux vive, puis en la mélangeant avec du sable et de l'eau. Ce mélange durcissait par une réaction chimique complexe qui nécessitait des plages de température spécifiques pour fonctionner correctement. Il ne fonctionnait tout simplement pas bien dans des conditions de gel. Le mortier ne prenait pas correctement.
Les murs construits en hiver pouvaient s'effondrer lorsque le mortier cédait. La technologie médiévale n'offrait aucun moyen de contourner ces contraintes. La maçonnerie moderne a développé des protocoles pour travailler lorsque la température de l'air ambiant descend à 40 degrés Fahrenheit ou moins, chauffer les matériaux, utiliser des enceintes pour créer des microclimats plus chauds, protéger la maçonnerie fraîchement posée avec de l'isolant. Les constructeurs médiévaux n'avaient aucune de ces options. Ils arrêtaient simplement la construction en hiver plutôt que de tenter un travail qui échouerait. Pour les travailleurs, cela signifiait un chômage saisonnier de plusieurs mois. Maçons qualifiés, mélangeurs de mortier, manœuvres, ouvriers généraux, tous se retrouvaient sans travail de la fin de l'automne au début du printemps. Pas de travail signifiait pas de revenus. Les journaliers, qui dépendaient de salaires quotidiens pour nourrir leur famille, se trouvaient dans une situation désespérée. La survie devenait difficile sans salaire d'hiver, précisément au moment où la survie était la plus coûteuse. Le combustible pour le chauffage, les prix des denrées alimentaires à leur pic annuel, le besoin de vêtements plus chauds, toutes ces exigences s'intensifiaient pendant la saison même où les revenus disparaissaient. Les artisans d'autres corps de métier du bâtiment faisaient face à des défis similaires. Il y avait moins d'opportunités d'emploi dans tous les domaines. Les villes connaissaient un chômage saisonnier généralisé lorsque les projets de construction s'arrêtaient. La pression économique n'affectait pas seulement les ouvriers du bâtiment urbain, mais aussi les travailleurs ruraux. Le travail agricole ralentissait en hiver, mais ne s'arrêtait jamais complètement. Les paysans avaient encore des tâches à accomplir. Épandre du fumier pour fertiliser les champs en préparation des semailles de printemps, un travail froid, humide et misérable. Récolter des légumes d'hiver comme les choux et les poireaux dans des jardins gelés. Semer les cultures d'hiver dans les champs en jachère du début de l'hiver jusqu'à Noël, généralement du blé en Angleterre et parfois de l'orge. Planter de nouvelles vignes et tailler les plus anciennes. Couper et élaguer les arbres. Effectuer des travaux de réparation sur les bâtiments, les outils et les clôtures qui ne pouvaient être faits que pendant la saison agricole plus calme. Ramasser du bois de chauffage, une tâche continue tout au long de l'année, mais essentielle à accomplir avant que le cœur de l'hiver ne rende le travail plus difficile. Tresser des paniers à partir de tiges de saule récoltées à la chute des feuilles. Le travail de tressage se faisant pendant les mois d'hiver. Et abattre et conserver le bétail pour les réserves alimentaires d'hiver. Ces tâches agricoles extérieures devaient être accomplies par des températures glaciales, dans des conditions humides et boueuses, avec des travailleurs subsistant avec une mauvaise nutrition pendant les mois d'hiver maigres, tout en effectuant un travail physique. Mais au moins, les paysans ruraux avaient un peu de travail, un lien continu avec la productivité. Pour les journaliers urbains, l'hiver pouvait signifier un chômage complet. Pas de travail de construction, pas de travail de transport, pas d'opportunité de travail occasionnel. Le désespoir que cela créait poussait certains à la mendicité, d'autres au crime, beaucoup à la simple pauvreté et à la faim. Moins de revenus précisément au moment où le chauffage et la nourriture étaient les plus chers créaient un piège économique cruel. Les familles qui pouvaient s'en sortir convenablement pendant les mois de travail pouvaient se retrouver démunies pendant l'hiver, sans réserves sur lesquelles se compter et sans perspective de travail avant le printemps. Nous avons exploré de terribles métiers d'hiver, un travail dangereux, dégradant, brutalement froid. Mais qu'en est-il de ceux qui n'avaient pas de travail du tout? Pas de maison où retourner après un service, aucun abri contre les assauts de l'hiver? Pour eux, survivre à l'hiver devenait leur occupation à plein temps. Environ 20% de la population médiévale était démunie et sans abri.
Pensez à cette proportion un instant. Une personne sur 5. Ils erraient sur les routes d'Europe à la recherche de travail ou de charité, se déplaçant de ville en ville en quête de toute opportunité qui pourrait les maintenir en vie un jour de plus. Les descriptions de l'époque capturent son leur sort dans un langage cru et obsédant, grimpant sous une haie au bord de la route pour mourir. Ce n'était pas vraiment un « travail » au sens conventionnel du terme, mais c'était sans doute la pire occupation hivernale que l'on pouvait avoir. L'occupation à plein temps de survivre dans la rue sans ressources, sans protection, sans espoir. Les sans-abri n'avaient aucun abri contre les éléments. Alors que ceux qui avaient une maison pouvaient fermer les portes contre le vent, que les travailleurs pouvaient au moins retourner à une forme de logement après leur service, les sans-abri restaient exposés 24 heures sur 24. Ils n'avaient pas de vêtements chauds au-delà de ce qu'ils portaient, aucun moyen de sécher les vêtements mouillés, aucune capacité à se superposer correctement contre le froid. Ils n'avaient pas de nourriture adéquate, pas de repas chauds, pas de nutrition pour aider leur corps à générer de la chaleur. L'exposition constante au froid, à l'humidité et au vent créait les conditions parfaites pour l'hypothermie. Mourir de froid était un risque bien réel chaque nuit. La pneumonie et les affections respiratoires tuaient sans discernement, et les sans-abri souffraient des taux de mortalité les plus élevés. L'hiver a gagné sa réputation de saison effrayante. Si la récolte avait été mauvaise, les gens pouvaient mourir de faim. Des maladies comme la pneumonie représentaient des menaces omniprésentes. Les gens du Moyen Âge savaient que l'hiver était rude, qu'une mauvaise préparation ou une simple malchance pouvait conduire au désastre et à la mort. Mais pour ceux qui avaient quelques ressources, la survie était possible. Pour les sans-abri, l'hiver était une saison de pure terreur. La grande famine de 1315 à 1317 a démontré ce qui se passait lorsque les dangers de l'hiver se combinaient à une catastrophe plus large. Les sans-abri ont subi le plus gros de ces désastres. Ils étaient les premiers à mourir, ceux qui n'avaient aucune réserve sur laquelle puiser, aucun soutien familial, aucune aide paroissiale sur laquelle compter. Leur mort passait souvent inaperçue. On les trouvait gelés sous des haies, où ils avaient cherché un petit abri contre le vent. Ils mouraient dans les embrasures des bâtiments, s'étant effondrés dans la nuit. Ils mouraient sur le bord des routes, leur corps découvert à la fonte des neiges. Personne n'enregistrait leur nom. Aucun mémorial ne marquait leur souffrance. Ils n'apparaissaient dans les archives que sous forme de statistiques. Mortalité parmi les pauvres, décès de l'hiver de... Victimes invisibles de l'hiver médiéval, ils nous rappellent que le pire travail de tous était de n'avoir ni travail, ni maison, ni espoir de survivre jusqu'au printemps. Que comprenaient les gens du Moyen Âge du froid et de ses effets sur le corps humain? Que pouvaient-ils faire pour traiter les blessures et les maladies liées au froid? Les réponses à ces questions nous aident à comprendre pourquoi le travail hivernal était si dangereux. Non seulement à cause du froid lui-même, mais aussi à cause de la capacité limitée à faire face à ses conséquences. Les gens du Moyen Âge reconnaissaient certainement le lien entre le froid et la maladie. Les récits de l'époque le montrent clairement. En février 1327, les chroniqueurs ont enregistré une corruption générale de fièvre dans toute l'Italie, causée par le froid. Le mois suivant, en mars 1327, Paris a connu une grande mortalité de personnes malades, pauvres et riches. Les gens comprenaient que l'exposition au froid et à l'humidité entraînait des maladies respiratoires. Ils voyaient les schémas. L'hiver apportait une augmentation des décès dus aux affections pulmonaires, aux fièvres et aux maladies générales. Leur cadre explicatif était la théorie des 4 humeurs. La croyance que le feu, l'air, l'eau et la terre étaient représentés dans le corps, et que l'harmonie entre ces éléments signifiait la santé,
tandis que la disharmonie signifiait la maladie. Chaque plante était censée posséder des qualités de chaud ou de froid, d'humide ou de sec. Ces attributs déterminaient l'adéquation d'une plante comme traitement pour diverses conditions. Hildegarde de Bingen, qui a vécu de 1098 à 1179 et a été décrite comme l'abbesse la plus accomplie du Moyen Âge, était une guérisseuse, herboriste et mystique renommée. Son ouvrage Causae et Curae explorait les liens entre le corps humain et le monde naturel. Elle a documenté des remèdes pour les brûlures, les fractures, les luxations et les coupures. Ces remèdes, à base de plantes, traitaient les maux courants de l'époque. Mais, fait notable, les traitements spécifiques pour les gelures et les blessures dues au froid n'apparaissent pas de manière proéminente dans ses œuvres conservées ou dans d'autres textes médicaux médiévaux. Cette absence est révélatrice. Les archives historiques sur les gelures elles-mêmes aident à expliquer cette lacune. Les Grecs avaient rencontré et discuté des gelures dès 400 avant Jésus-Christ, donc la condition était reconnue dans l'Antiquité. Mais la première documentation de masse des blessures dues au froid provient de l'armée de Napoléon au début des années 1800. La première description médicale formelle des gelures a été écrite en 1813 par Dominique Jean Larrey, le médecin de Napoléon, après avoir observé les effets catastrophiques de la campagne d'hiver russe sur les soldats français. La période médiévale semble avoir laissé une documentation médicale spécifique et détaillée limitée sur les cas de gelure. Cela ne signifie pas que les gelures ne se produisaient pas. Elles se produisaient certainement, comme nous pouvons le déduire des conditions de travail que nous avons examinées. Cela suggère plutôt que les praticiens médicaux médiévaux manquaient d'une compréhension systématique de la manière de documenter et de traiter la condition. Ce que cela signifiait en pratique, c'est que les gens du Moyen Âge avaient une compréhension limitée de la manière de traiter efficacement les blessures dues au froid. Ils reconnaissaient que la pneumonie tuait, mais ils n'avaient pas d'antibiotiques pour la pneumonie et les infections connexes. Une fois les gelures installées, on ne pouvait faire que peu de choses au-delà des soins de base des plaies. Dans les cas graves où la gangrène se développait, l'amputation était parfois nécessaire. Une procédure dangereuse même dans les meilleures circonstances, et souvent fatale étant donné le risque d'infection. De nombreuses personnes qui survivaient à de graves gelures souffraient de dommages permanents, perte de doigts, d'orteils, de nez, d'oreilles et d'autres extrémités. Le lien entre le temps froid et l'augmentation de la mortalité était compris, même si les mécanismes ne l'étaient pas. Les données sur la peste pneumonique des siècles ultérieurs montreraient que la létalité atteignait son pic pendant les mois frais de novembre à mars, avec une baisse rapide des taux de mortalité à mesure que les températures saisonnières se réchauffaient. Les gens du Moyen Âge confrontés aux décès liés à l'hiver voyaient ces schémas même sans comprendre la biologie sous-jacente. Les stratégies de survie disponibles étaient basiques. La superposition de vêtements aidait. Des sous-vêtements en lin près de la peau, avec des couches extérieures en laine pour l'isolation. Manteaux, écharpes, bottes, mitaines, manteaux de laine avec capuches, tous ces articles aidaient à se protéger du froid. Mais pour les travailleurs en extérieur exposés pendant des heures ou des jours, ces mesures ne pouvaient faire que jusqu'à un certain point. L'équipement aidait, mais ne pouvait pas éliminer le danger. En fin de compte, la survie dépendait des ressources. Ceux qui avaient un abri, des vêtements et une nutrition adéquate survivaient. Ceux qui n'en avaient pas périssaient souvent. Les travailleurs d'hiver médiévaux faisaient face à ces risques avec un recours médical minimal, sachant qu'une fois qu'une maladie ou une blessure liée au froid s'installait,
Leur perspective était sombre. Nous avons voyagé à travers les pires métiers d'hiver de l'Europe médiévale, explorant les expériences de personnes qui n'avaient d'autre choix que d'affronter de front la brutalité de l'hiver. Les guetteurs de nuit se tenaient, gelés, sur les murs des châteaux pendant des services de 9 heures dans l'obscurité et un froid glacial. Les charbonniers vivaient seuls dans des huttes forestières, ostracisés par la société tout en fournissant le combustible dont la société avait besoin. Les bergers luttaient contre les blizzards pour protéger leurs troupeaux, risquant leur propre vie pour sauver leurs animaux. Les pêcheurs s'aventuraient sur la glace traîtresse de la Baltique, sachant qu'un seul faux pas signifiait la mort dans l'eau glacée. Les vidangeurs travaillaient pendant les heures les plus froides de la nuit, manipulant des immondices gelés pour un salaire minimal et un stigmate social maximal. Les ouvriers du textile se tenaient dans l'eau froide pendant des heures, leurs mains et leurs pieds tachés et endommagés en permanence. Les moines copiaient des manuscrits avec des doigts engourdis dans des scriptoriums à peine plus chauds que l'extérieur. Les messagers se dépêchaient sur des routes enneigées sous la pression de maintenir des vitesses impossibles. Les pèlerins voyageaient par désespoir, cherchant une guérison miraculeuse ou un mérite spirituel. Les constructeurs faisaient face au chômage et à la pauvreté lorsque la construction s'arrêtait. Et les sans-abri, 20% de la population, n'avaient aucun abri, leur existence hivernale entière réduite à la lutte pour survivre jusqu'au printemps. Ce n'étaient pas des épreuves rares, affectant seulement quelques individus malchanceux. C'étaient des réalités quotidiennes pour des millions de personnes à travers l'Europe médiévale. Le schéma qui se dégage de ces métiers révèle ce qui rendait certains emplois les pires. Ce n'était pas seulement le froid, bien que cela fût certainement significatif. Ce qui rendait ces emplois d'hiver vraiment terribles, c'était la combinaison de facteurs. Une exposition prolongée, de longues heures de travail, une protection inadéquate et le désespoir économique. Ceux qui pouvaient éviter le travail en extérieur en hiver le faisaient. Ceux qui ne le pouvaient pas n'avaient pas le choix. La nécessité économique, l'obligation légale ou la misère totale forçaient les gens à travailler dans des conditions que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme potentiellement mortelles. La hiérarchie sociale déterminait qui souffrait le plus. C'est un point crucial à comprendre. Un statut social inférieur signifiait une plus grande exposition aux éléments. Les riches avaient un meilleur chauffage, des vêtements plus chauds, des réserves de nourriture adéquates et pouvaient éviter complètement le travail en extérieur pendant les pires conditions météorologiques. Les classes moyennes avaient une certaine protection, des maisons avec des foyers, la capacité de réduire le travail en extérieur pendant le froid extrême, mais faisaient tout de même face au stress économique du chômage hivernal et des coûts plus élevés. Les classes inférieures souffraient d'une exposition directe et constante avec un abri et des vêtements inadéquats. Les sans-abri n'avaient rien. Le petit âge glaciaire a rendu ces inégalités existantes mortelles. Les baisses de température, qui auraient pu être simplement inconfortables à une époque antérieure, sont devenues catastrophiques lorsqu'elles se sont combinées aux structures sociales et économiques qui laissaient tant de personnes vulnérables. En regardant en arrière de notre perspective moderne, il est facile de voir la souffrance hivernale médiévale comme lointaine et sans pertinence pour la vie contemporaine. Nous avons le chauffage central, des vêtements imperméables et des soins médicaux avancés. Nous comprenons l'hypothermie, les gelures et la pneumonie. Nous pouvons traiter ces conditions efficacement. Nous avons résolu les problèmes qui rendaient les hivers médiévaux mortels, n'est-ce pas? Mais le travail en extérieur en hiver existe toujours dans notre monde. Les ouvriers du bâtiment travaillent par des températures glaciales. Les livreurs travaillent pendant les tempêtes de neige.
Les travailleurs agricoles récoltent les cultures quel que soit le temps. Les secouristes font face aux dangers de l'hiver dans le cadre de leur travail. Nous avons une meilleure technologie et un meilleur équipement de protection que les gens du Moyen Âge n'auraient pu l'imaginer. Mais ceux qui sont en marge de l'économie font toujours face à la brutalité de l'hiver. Le sans-abrisme reste une crise dans les villes modernes du monde développé. Des gens dorment encore dans les rues, sous les ponts, dans des abris inadéquats. Ils meurent encore d'exposition pendant les vagues de froid. La société moderne a les ressources pour prévenir ces décès, mais n'a pas choisi de les allouer à cet effet. Les pressions économiques forcent encore les gens à accepter des travaux dangereux. Les détails ont changé. Il est peu probable que nous rencontrions des charbonniers dans des huttes forestières isolées ou des vidangeurs travaillant au milieu de déchets gelés, mais le schéma sous-jacent persiste. Les métiers d'hiver médiévaux nous rappellent que le froid ne discrimine pas, mais la société, si. Ceux qui ont des ressources survivent et même prospèrent. Ceux qui n'ont pas de ressources souffrent et meurent parfois. Les gens du Moyen Âge que nous avons rencontrés dans cette exploration ont montré une résilience remarquable. Ils ont enduré des conditions que la plupart d'entre nous aujourd'hui ne pourraient pas survivre plus de quelques heures. Les guetteurs de nuit comptaient les heures jusqu'à l'aube et retournaient à leur poste le soir suivant. Les charbonniers s'occupaient de leurs fours pendant des années d'hiver isolés. Les bergers protégèrent leurs troupeaux blizzard après blizzard. Leur souffrance n'était pas vaine. Elle maintenait le fonctionnement de la société médiévale. La nourriture était livrée, les murs de la ville étaient gardés, le tissu était produit, les troupeaux étaient protégés, les manuscrits étaient copiés, les déchets étaient enlevés. Toutes les fonctions essentielles de la civilisation se poursuivaient à travers des hivers brutaux qui duraient la moitié de l'année. Comprendre leurs difficultés nous aide de deux manières. Premièrement, cela approfondit notre appréciation de la résilience et de l'adaptabilité humaine. Les gens peuvent endurer des souffrances extraordinaires quand ils le doivent. Les travailleurs médiévaux que nous avons examinés n'avaient d'autre choix que de s'adapter, et ils l'ont fait avec une ténacité remarquable. Deuxièmement, et peut-être plus important encore, cela nous rappelle l'importance de protéger les populations vulnérables. La société médiévale manquait des ressources et de la technologie pour protéger véritablement ses membres les plus vulnérables des dangers de l'hiver. Nous avons ces ressources et cette technologie. La question est de savoir si nous avons la volonté collective de les utiliser. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration des pires métiers de l'hiver médiéval. Si vous avez trouvé ces histoires captivantes et que vous appréciez cette plongée profonde dans l'histoire médiévale authentique plutôt que dans une fantaisie romancée, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres personnes intéressées à comprendre les expériences réelles des gens du Moyen Âge. Veuillez vous abonner pour plus d'enquêtes sur la vie quotidienne, les structures sociales et les réalités historiques du monde médiéval. Dans les commentaires, dites-moi lequel de ces métiers d'hiver vous pensez être le pire de tous. Étaient-ce les guetteurs de nuit sur les murs gelés, les sans-abri sans nulle part où aller, ou peut-être l'un des autres métiers que nous avons explorés? Votre participation aide à soutenir davantage de recherches comme celle-ci. D'ici la prochaine fois, restez au chaud et soyez reconnaissants de ne pas avoir à affronter un service de 9 heures en tant que guetteur de nuit médiéval au cœur d'un hiver du petit âge glaciaire.